Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là aujourd'hui avec nous, ça fait plaisir de vous voir. En juillet prochain, Facebook aura 20 ans. L'année prochaine, ce sera au tour de YouTube et puis à celui de Twitter. Amazon, quant à lui, fête cette année ses Big 30s. Ces compagnies qui sont nées dans des garages ou des chambres d'étudiants sur le point d'abandonner leurs études sont devenues les entreprises les plus emblématiques du Web 2.0, des géants. Ah, ça c'était les Facebook 20 ans. Des géants qui embauchent des centaines de milliers de gens quand même, à travers des centaines de pays. Pas facile, dans ces conditions, de rester agile. Après une période de croissance sous amphétamine pendant le Covid, la tech licencie à tour de bras. Environ 240 000 employés en 2023 aux États-Unis, soit 50% de plus qu'en 2022, qui n'était déjà pas une année super folichonne. Entre 2020 et 2023, Amazon a licencié plus de 27 000 employés, Meta 21 000, Microsoft et Google 11 et 12 000, et Twitter s'est séparé de environ 80% de ses effectifs. Et avec des annonces faites par Discord, eBay ou TikTok, entre autres, 2024 ne commence pas non plus sous les meilleurs augures. Des coupes franches qui, néanmoins, rassurent les marchés. En 2023, ce qu'on appelle les 7 magnifiques, donc les GAFAM plus Tesla et Nvidia, qui produit les cartes graphiques qui sont essentielles à l'entraînement des IA. Donc ces 7 magnifiques ont explosé leur capitalisation boursière. Plus 70% en moyenne, ce qui est bien supérieur aux 7,75% des 500 grosses entreprises américaines cotées en bourse. Pas facile de rester agile, mais pas facile non plus de rester cool. Après une période d'enthousiasme où on partageait nos données sous fond de rien à cacher, les squelettes ont commencé à sortir du placard. Manipulation des élections, fake news, mise en cause dans le massacre des Rohingyas, Trump, baisse de la confiance en soi des jeunes. Désormais, lorsqu'on nous dit qu'on va changer le monde, on se demande si vraiment le monde doit être changé et au profit de qui. Dans le même temps, l'aura qui entoure la figure de l'entrepreneur change aussi. Il n'y a pas si longtemps, on avait un Steve Jobs visionnaire et un Mark Zuckerberg qui était présidentiable. Et désormais, on a Jeff Bezos qui s'envoie dans l'espace pendant que ses employés urinent dans des bouteilles et un Elon Musk qui demande à ses employés de dormir dans le bureau tout en torpillant la valeur d'une entreprise achetée trop cher. Pire, les révolutionnaires sont des escrocs. Sam Bankman-Fried, Elizabeth Holmes, ancien dirigeant de FTX pour la crypto, de Theranos pour la biotech, qui étaient donc des révolutionnaires, contemplent désormais des dizaines d'années derrière les barreaux pour fraude. C'est d'ailleurs devenu une blague récurrente de la tech, qui, des personnalités de moins de 30 ans élues par Forbes, finiront en prison. Alors, fini le mythe de l'entrepreneur, pas si vite, nous dit Anthony Galuzzo, auteur d'un livre du même nom dans les pages de l'ADN. Le mythe ne s'éteint pas, dit-il, mais une mue est peut-être en train de s'opérer. Les prochains seront peut-être davantage doués en greenwashing ou en social washing. Peut-être que les personnages grandiloquents comme Elon Musk vont laisser place à des personnages plus sobres, mais les fondamentaux du mythe et les structures du pouvoir resteront certainement les mêmes. Les 7 magnifiques n'ont pas la cote, mais eux aussi ont appris de ce tournant techlash. Fini les postures utopiques d'un monde rendu meilleur, désormais ils prennent leurs responsabilités à cœur et vont au devant des risques. Et quel risque ? La fin de l'humanité. En mars 2023, des milliers d'entrepreneurs de la tech et de l'IA, dont Elon Musk, mais aussi Steve Wozniak, le cofondateur d'Apple, ont signé une pétition pour demander un moratoire de 6 mois sur le développement de l'IA. Et ils évoquent de sérieuses menaces pour la société et l'humanité. 2 mois plus tard, nouvelle lettre, cette fois-ci signée par Sam Altman, qui est le patron de OpenAI, mais aussi le DG de Google DeepMind ou celui de Anthropic. Cette lettre, elle tient en une phrase.
L'atténuation du risque d'extinction lié à l'IA devrait être une priorité mondiale, au même titre que d'autres risques sociétaux tels que les pandémies et les guerres nucléaires. Au même moment, Sam Altman était en train de faire une tournée des gouvernements européens sur le thème de « régulez-moi, mais pas trop quand même ». Bref, l'écosystème de la tech, qui habituellement est vent debout contre toute forme de régulation, s'accorde à dire que l'IA est sur le point de manger l'humanité toute crue et qu'il faudrait quand même bien s'y pencher un petit peu. Cette vision dystopique et démiurgique de la technologie, elle n'est pas nouvelle. On connaissait déjà le transhumanisme, donc l'idée que l'humanité peut être augmentée par la technologie, par la biotechnologie, mais aussi par une hygiène de vie drastique et quantifiée. Ce courant, il a ses nouvelles coqueluches, comme Brian Johnson, qui est entrepreneur de la longévité, et son slogan Don't die. Apparaît à ses côtés le long-termisme, idée selon laquelle nous avons encore devant nous des millions d'années et que nous serons alors des millions de milliards d'individus. Et pour s'assurer de ce destin grandiose, qui est évidemment multiplanétaire, il convient de se préparer contre les risques existentiels, les susmentionnés, pandémies et guerre nucléaire. Et donc, apparemment, l'IA maintenant. Le réchauffement climatique, lui, n'est pas un problème puisque nous pourrons aller sur d'autres planètes comme Mars. Sont dérivés l'effectif altruisme ou altruisme efficace, qui consiste à faire le bien de la manière la plus efficace possible, en l'espèce s'enrichir le plus possible et le plus rapidement possible pour redistribuer sa fortune à de bonnes actions. Enfin, dernière philosophie de cette liste qui n'est pas exhaustive, les effectifs accélérationnistes qui défendent l'idée de faire progresser la technologie vite sans se soucier des risques ou des régulations. Son mot d'ordre, accélérer ou mourir, or on l'a vu, don't die. Ils ont en horreur les doomers, des pessimistes qui s'inquiètent de la surpopulation, de la population ou du réchauffement climatique, car les efficaces sont aussi des optimistes. Aussi exotiques qu'elles puissent paraître, ces philosophies, elles irriguent nos technologies. Prenez par exemple Neuralink, l'entreprise d'implants cérébraux de Elon Musk. Ou bien cette tentation qui est tout à fait siliconienne de considérer la vieillesse, voire la mort comme une maladie curable. Et c'est sans parler évidemment de l'industrie de la conquête spatiale. Mais ces considérations, elles sont aussi l'arbre qui cache la forêt. Dans le livre des tendances, la scientifique et entrepreneuse Aurélie Jean estime que cette posture apocalyptique nous éloigne des vrais problèmes. Problèmes qui sont, entre autres, la discrimination technologique, le digital labor, c'est-à-dire l'exploitation d'une main-d'œuvre sous-rémunérée et souvent dans des conditions extrêmement difficiles pour entraîner les IA. Et enfin, bien sûr, l'impact écologique du numérique et notamment de ces développements récents. Dans le livre des tendances, on vous parle du stress hydrique qui risque de fortement s'accentuer dans les années qui viennent pour avoir une demande qui va dépasser l'offre de 40% en 2030 selon les chiffres de l'ONU. Or, la tech, elle n'est pas seulement gourmande en énergie, elle est également extrêmement gourmande en eau puisque ce sont pour le moment les procédés les moins coûteux pour refroidir nos machines. Autre symbole d'une tech omniprésente dans nos vies, le smartphone. Il demande l'extraction de 70 minerais et une vingtaine de fournisseurs pour fabriquer l'appareil. Puis, on met en place une chaîne logistique qui s'étend sur plus de 100 000 kilomètres. Une aberration dans un monde qui surchauffe, conclut notre journaliste. Alors tout n'est pas si grave, et les fabricants le savent, ils prennent des engagements, et notamment celui de la neutralité carbone. On a aussi le marché de la seconde main qui avance beaucoup en France pour les seuls smartphones. Ce marché, il correspond à 1,2 milliard de dollars avec 20% des appareils qui sont vendus sur le marché secondaire. Et enfin, on a une économie circulaire qui s'impose de plus en plus dans les esprits, mais aussi dans
dans la loi. Et ça, on en reparlera tout à l'heure autour de cette table. Parce que des millions d'années, ça fait quand même loin et on n'a pas forcément ni l'envie ni les moyens, je crois, de construire un bunker à Hawaï ou de prendre un aller simple pour Mars. Du coup, c'est à ces questions plus urgentes qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Devons-nous décrocher du numérique ou d'autres modèles sont-ils possibles ? Au-delà de leurs promesses de neutralité carbone, est-ce que les entreprises de la tech sont prêtes à s'orienter vers un modèle plus sobre et responsable ? Les régulations suffiront-elles à infléchir les politiques internes de ces entreprises ? Et concrètement, ça ressemble à quoi une entreprise tech responsable et combien ça coûte ? Pour répondre à ces questions, j'accueille autour de cette table Olivier Alexandre, Agnès Crépet et Vincent Charlet. Merci de les accueillir. Merci à tous les trois de nous rejoindre. Je vais faire un tour de table pour vous présenter. Donc, Olivier Alexandre, vous êtes sociologue, chargé de recherche au CNRS, membre du Centre Internet et Société, et auteur de La Tech, quand la Silicon Valley refait le monde, sorti au Seuil l'année dernière. Agnès Crépet, vous êtes responsable de la longévité logicielle et de l'informatique chez Fairphone, qui est donc une entreprise qui fabrique des smartphones éthiques, responsables et modulaires. Et Vincent Charlet, vous êtes délégué général de la Fabrique de l'Industrie, qui est un think tank consacré aux perspectives de l'industrie en France et à l'international. Et vous êtes également le co-auteur d'un rapport sur la place de la France dans l'innovation mondiale. Alors pour commencer cette table ronde, j'aimerais qu'on se pose la question du changement justement de priorité et d'engagement des entreprises au cours de ces dernières années. Et avant, j'aimerais bien vous raconter une petite histoire qui est peut-être anecdotique, mais qui, je crois, résume bien les tensions qui peuvent traverser la tech en ce moment. En septembre 2023, Apple a sorti une publicité qui changeait un petit peu de ses codes très épurés, très design. C'était un conseil d'administration où Tim Cook, le CEO, était d'ailleurs présent et ils essayaient de montrer patte blanche devant une dame nature incarnée par une femme noire. Donc, ils leur parlaient de leurs engagements de durabilité, de la neutralité carbone, etc. Et 2 semaines plus tard, Tim Cook était en interview à Brut et déclare que changer toutes les années de iPhone pour ceux qui le souhaitent, eh bien, c'est très bien. Alors, est-ce que ces deux considérations peuvent être compatibles ? Que croire ? Olivier Alexandre, je me tourne vers vous. Vous avez passé 7 ans à observer le milieu de la tech au sein de la Silicon Valley pour votre livre La Tech. Est-ce que vous pouvez nous raconter le psyché de la Silicon Valley ? Parce que vu d'ici, on a l'impression que c'est un environnement qui est assez similaire au nôtre et finalement, il y a des codes qui changent énormément. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter ça ? Et est-ce que vous avez perçu un changement, une prise de conscience dans cet écosystème qui est le cœur de notre technologie mondiale ? Oui, je vais essayer. Bonjour et bonsoir à toutes. Non, effectivement, y a quand même un coût à chaque fois pour entrer dans cet objet parce que ça a l'air très, très quotidien, parce qu'on est entouré de tout un tas de produits, de services qui viennent de la Silicon Valley. Donc, on a l'impression que c'est à côté, c'est familier et en même temps, c'est formidablement étranger, y compris par rapport à nos philosophies, nos modes de pensée les plus naturels. Le titre même de cette table, qui je crois est intitulé Intérêt général. Oui, c'est ça. La deuxième partie, oui, Techlash. Absolument lunaire, en fait, je pense, du point de vue de la Silicon Valley, qui a une philosophie politique qui n'est pas du tout rousseauiste, en fait, qui n'est pas du tout à la française, qui n'est pas du tout continentale. Sa philosophie politique, elle doit beaucoup plus aux pères fondateurs des États-Unis, auxquels ils font d'ailleurs très, très souvent référence. Alors, bon, la Silicon Valley, c'est grand, hein, c'est 3 millions de personnes. Là, je parle plus des dirigeants et du Gotha de la Silicon Valley, mais j'avais trouvé ça très, très frappant, à quel point, dans leur discours, dans leur mode de pensée, ils se référaient très très souvent à des gens comme Washington, à Hamilton, à Adams, et du coup l'intérêt général il est renversé d'une certaine façon, parce que ce qui est à défendre absolument, c'est pas l'État ou c'est pas le Léviathan, c'est plutôt la liberté.
la liberté d'expression, la liberté d'entreprendre. Et ce véhicule, enfin le véhicule le plus efficace pour faire ça, c'est l'entreprise. Et ça, c'est un point absolument indispensable à comprendre. Et aussi, c'est pour mieux comprendre ses limites. C'est-à-dire que pour eux, c'est l'entreprise qui permet d'arriver au maximum d'efficacité sociale. C'est la cellule politique de base. Alors, c'est à la fois une histoire très américaine, mais c'est une histoire aussi très Silicon Valley. Et la Silicon Valley, elle a plusieurs strates, elle a plusieurs périodes, elle a plusieurs âges. Le terme, il apparaît dans les années 60, mais en fait, il y a déjà une Silicon Valley à la fin du 19e siècle. Et il y a une Silicon Valley dans les années 20, 30, qui est un moment très particulier, important, je crois, dans l'histoire de ce moment, où en gros, il y a des anarcho-capitalistes qui se retrouvent avec des socialistes continentaux qu'on fuit différents pays pour des raisons politiques ou économiques, et qui vont inventer un modèle un peu atypique entre les deux, en fait, entre l'hyper-capitalisme et une forme de socialisme, où l'entreprise va être vraiment le lieu de ce mélange, de ce maillage, ce qui explique qu'à la fois dans la Silicon Valley, on ait des entreprises qui poussent la citoyenneté entrepreneuriale au plus loin. Je veux dire, aujourd'hui, et depuis plusieurs années, c'est quand même très très sympa d'être salarié chez Google, chez Facebook, chez Amazon, parce qu'on se retrouve avec tout un tas d'avantages en nature et en salaire à venir avec les stock options, et qu'en même temps, ces entreprises aussi participent beaucoup à précariser tout un tas de liens sociaux à travers le pays, les États-Unis, mais aussi l'ensemble du globe, en proposant des solutions qui sont aussi une philosophie, et celle qui nous est proposée, c'est de tous et toutes devenir entrepreneurs et entrepreneuses. Et ce que vous racontiez aussi dans votre livre et dans notre entretien préalable, c'est que finalement, le rapport à la citoyenneté, il est extrêmement différent dans la Silicon Valley, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers, d'immigrés, qui ont plutôt un rapport citoyen à leur patrie d'origine. Oui, en fait, la cité pour eux, c'est vraiment l'entreprise, je crois. Et effectivement, la Silicon Valley, c'est la moitié d'étrangers. C'est pas vraiment une nouveauté, hein, c'est vraiment une constante. Et aujourd'hui, encore, la majorité des gens qui vivent dans la Silicon Valley, c'est des étrangers. C'est des argonautes, c'est des gens qui viennent soit des États-Unis, de Californie, du Midwest, mais beaucoup aussi d'Europe et encore plus d'Inde et de Chine. Et donc, qui doivent s'inventer un nouveau mode de vie à travers ça, loin de leur pays, dans un univers en fait où ils sont assez peu intéressés à la vie politique, parce que la vie politique à San Francisco et dans le nord de la Silicon Valley, c'est quand même un sacré foutoir. C'est même pas l'Île-de-France, si vous voulez. L'Île-de-France, c'est quand même il y a une histoire, il y a des institutions, il y a des votes, il y a une ancienneté, il y a une culture commune. Là, c'est même pas ça. Il y a même pas une unité. C'est même pas une unité administrative en fait, le nord de la Californie. Donc chaque pays, chaque comté, chaque ville vit dans une rivalité quand même assez forte, où les entreprises et les grandes entreprises particulièrement, ont un poids de plus en plus important. Vous parliez de Apple dans votre introduction. Apple a passé très récemment, l'année dernière, et ça n'a pas été beaucoup relayé dans les médias, d'ailleurs, un accord avec la ville de Cupertino pour gérer la gestion de l'eau, l'approvisionnement en eau dans l'entreprise. Et pour ces entreprises, vous avez parlé de 40% en 2030. En fait, la consommation des grandes entreprises d'eau dans la Silicon Valley, c'est une augmentation de 30% par an. Et avec des phénomènes de sécheresse chaque année qui s'empirent. Donc, ça pose tout un tas de questions, effectivement, sur la préservation de l'intérêt général. Alors justement, j'ai parlé du tournant technocritique. Je crois qu'en Silicon Valley, il était encore très difficile, et jusqu'à récemment, d'avoir un discours un petit peu technocritique. C'est ce que me disait un journaliste américain, parce qu'on a du mal à se rendre compte, parce que nous, en France, le discours technocritique n'est pas forcément énorme, mais en tout cas, il est possible. Est-ce que vous avez l'impression que ça a changé, et justement, cette prise de conscience, est-ce qu'elle existe aujourd'hui en Silicon Valley ? Il y a eu un moment quand même où on s'est dit qu'il se passait quelque chose de nouveau en 2016-2017 avec l'élection de Donald Trump, qui a eu vraiment qui a été un choc moral pour beaucoup de gens dans la Silicon Valley. Et il ne faut surtout pas se fier, il ne faut surtout pas penser que Elon Musk et Peter Thiel sont représentatifs de la culture et de l'idéologie politique de la Silicon Valley. Les rares enquêtes dont on dispose sur les opinions et les valeurs, c'est une population
hyper progressiste, quoi, vraiment, et écologiquement convaincue, et socialement hyper ouverte. Et voilà, on est très très loin de l'ultra-droite. Et en même temps, il y a quelque chose qui se passe pas. Alors c'est vrai qu'il y a eu l'élection de Donald Trump, il y a eu Cambridge Analytica, il y a eu les Google Walkouts, qu'on s'est dit, bah voilà, il va y avoir une moralisation, une syndicalisation, d'une certaine façon un tournant quasiment européen, mutualiste, de la Silicon Valley, et bah, c'est pas arrivé, c'est pas complètement arrivé. C'est vrai que ces dernières années, les gens étaient plus inquiétés dans les grandes entreprises de perdre leur emploi, puisqu'ils ont connu leur première phase de décélération, de refroidissement, ce qui était quand même une nouveauté pour beaucoup de ces grandes entreprises. Et ils étaient plus inquiétés par ça que motivés par la création d'un syndicat. Alors il y a eu des choses quand même, je voudrais pas être trop réducteur là, du fait du manque de temps. Et puis, ce qui est en fait, ce qui est assez saisissant. Alors déjà, effectivement, on n'a pas le même rapport à la critique, parce que la critique, comme vous le savez toutes et toutes, c'est une religion civile en France. Voilà, ce soir, vous allez partir, vous allez nous critiquer, et moi, je vais vous critiquer. Alors que là-bas, en fait, il n'y a pas cette épaisseur. Et d'ailleurs, quand ils ont envie de le faire et besoin de le faire, ils invitent souvent des Français, quoi. Comme Girard, comme Michel Serres, comme Bruno Latour, comme Derrida à un moment. Voilà, parce qu'effectivement, en gros, la place qu'on donne à la critique, il la donne à la technologie. Donc pour nous, la critique, c'est quasiment rien. C'est comme de l'air. De la même façon, la technologie, pour eux, c'est de l'air. Et alors, depuis plusieurs années, il y a quand même une affirmation critique avec la création d'instituts, une parole qui a été relayée quand même avec Tristan Harris, avec Timon Guibrou, avec Kate Crawford, Meredith Whittaker, qui sont des stars là-bas, mais qui ont un pied dans la tech et qui arrivent à avoir une critique d'une certaine façon organique, comme on dit en philosophie, c'est-à-dire une critique qui est soluble dans la tech, qui peut donner et avoir des prolongements dans la tech, ou les Facebook Papers avec Hogan. C'est un peu la même chose, mais qui est un peu différent d'un recadrage complet politique à l'européenne. Ça, effectivement, ça n'existe pas trop. Charlet, qu'en est-il en France? Est-ce que vous avez senti un tournant, une prise de conscience importante dans l'écosystème des entrepreneurs tech français? Alors, en un mot, non. Et je vais essayer d'expliquer brièvement pourquoi. D'abord, vous l'avez expliqué, j'aborde cette grande famille de la tech par le chemin ou par la fenêtre de l'industrie. Ça veut dire que je côtoie tous les jours ou presque des gens qui fabriquent du ciment, de l'acier et des voitures et cherchent à les vendre, d'une part, et ça c'est le changement important qui est survenu, on va dire, il y a moins de 5 ans, qui ont cessé de se méfier de l'univers de la tech et qui maintenant cherchent véritablement non seulement à s'en rapprocher, mais à collaborer avec et à pouvoir s'appuyer dessus pour résoudre tout un tas de problèmes structurels, économiques, de compétitivité, jusqu'au basculement dans, par exemple, l'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire être capable de proposer à leurs consommateurs non plus des objets carbonés, mais des usages. Et alors, en abordant l'univers de la tech par ce chemin-là, pourquoi je vous réponds non? Pour plusieurs raisons. D'abord, l'univers français de la tech, pardon de le dire un peu brutalement, mais n'a toujours pas dépassé son complexe d'infériorité vis-à-vis du géant américain, et donc toujours sur une phase de, faut-il appeler renaissance, rattrapage, construction. Donc ce que j'entends toujours et tout le temps, c'est comment allons-nous réussir à rattraper ce fossé qui nous distance de la tech américaine, et pas devons-nous déjà remettre en question nos propres fondamentaux, notre façon de fonctionner, notre bilan carbone, notre bilan social, etc. Ça, pour moi, c'est quand même extrêmement fort. Pour répondre de façon illustrée, ça fait pas si longtemps
que, si j'en crois mes propres capteurs, mes propres antennes, on est sorti enfin du questionnement permanent. Pourquoi donc est-ce qu'on s'embête à financer de la tech, un écosystème de la tech et des startups, alors que de toute façon, soit elles se plantent, soit elles se font racheter par des groupes étrangers. On a enfin dépassé ce stade-là et on en est au stade, on va dire, intermédiaire, adolescent, qui consiste à dire, bon, on a compris que même quand les boîtes se font racheter par des géants américains, c'est pas perdu pour tout le monde et c'est bon pour l'écosystème de la tech française, et à la fin des fins, on arrivera bien à l'avoir, notre Google français ou européen. Mais bon. Donc voilà, il y a toujours une attente et l'adolescent se rêve adulte plus qu'il ne se questionne. Donc les questionnements critiques dont on parlait à l'instant, pour moi, sont beaucoup plus orientés vers les acteurs américains de la tech que vers ceux de la France. Troisième raison, ces industriels dont je parlais tout à l'heure, qui donc se tournent nouvellement vers l'univers de la tech en espérant parfois des solutions très opérationnelles, parfois des miracles ou des martingales, est lui-même confronté à des problèmes, alors on va dire de jugement critique ou de dilemme moral, qui n'ont pas beaucoup bougé en 10 ans, qui se sont épaissis. Alors donc on parle essentiellement de la responsabilité environnementale, les nuisances environnementales de toutes sortes, et évidemment le problème de lutte contre le dérèglement climatique. C'est quand même, en tout cas, en haut de l'agenda de toutes les questions, de toutes les sessions, de tous les conseils d'administration que je peux avoir. Et si l'industrie aujourd'hui, y compris la deep tech, enfin y compris cette partie de l'industrie qui collabore avec la tech, a un problème existentiel qui l'empêche de dormir, c'est celui de la neutralité carbone à horizon 2050. Et donc, il y a un espoir qui peut être perçu comme prométhéen peut-être, mais un espoir dans la tech et la dématérialisation bien plus qu'une pensée critique que j'entends s'exercer. Agnès Crépet, je me tourne vers vous rapidement, peut-être... au-delà, vous, de vos concurrents, puisque vous êtes dans la tech responsable, peut-être vous avez perçu un changement chez vos clients. Est-ce que vous avez senti ça se retrouver, ce discours environnemental qui se retrouve dans vos chiffres de vente, peut-être? Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Fairphone, c'est 100 000 téléphones vendus par an. Samsung en vend 220 millions par an, donc ce n'est pas vraiment comparable. On est un peu le moustique dans la chambre d'été là, qui emmerde tout le monde. Donc, ce n'est pas en termes de volume qu'on va marquer en fait, les consommateurs. Je ne sais pas, mais en tout cas, les utilisateurs de smartphones, c'est plus... On va dire le fait de pouvoir embêter les plus gros, le fait de pouvoir faire à notre échelle une forme de lobbying auprès de l'Europe, auprès des gouvernements français. Et puis montrer que c'est possible en fait de faire une tech qui soit plus sobre, qui soit plus durable, peut-être moins rentable. Pour moi, mais on y reviendra sur la fin de la conversation, je pense que c'est compliqué en fait d'avoir une tech réellement, enfin une entreprise responsable de la tech, en ayant une forme qui ressemble à celle de nos concurrents, avec une forte volonté d'accumuler du revenu. Donc typiquement en France, Fairphone c'est une boîte néerlandaise, donc ça s'inspire un peu d'une scope. Ils appellent ça social enterprise, c'est un peu similaire, mais bon, faut savoir que les Pays-Bas c'est très libéral, hein, donc on n'a pas encore un statut qui est dans la scope, mais ça ressemblerait un peu à ça. L'avantage d'une scope, c'est que toutes les entreprises du secteur social et solidaire ont un fonctionnement quand même très différent, où la recherche du profit n'est pas là, quoi. Donc, pour répondre à la question, on a des gens qui achètent des Fairphone. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui se questionnent sur ces achats-là. Mais grosso modo, en fait, au niveau mondial, ça ne va pas forcément mieux. Alors, il y a eu des articles en 2021-2022 en disant « Oh là là, mon Dieu, la vente des smartphones s'écrase ». Ouais, ça a duré 1 an ou 2. Il y a une baisse légère qui est encore ressentie en France. Mais par rapport à il y a 10 ans, on achète beaucoup plus de smartphones. On est aujourd'hui à 1,3, 1,2 milliard de téléphones qui sont achetés chaque année. C'est hallucinant. Donc, nous, on veut faire en sorte que les gens ils achètent moins de smartphones, en fait. Et qui c'est qui dit ça dans les entreprises qui fabriquent des smartphones? Pas beaucoup. Et je pense que c'est la clé, en fait. La clé, c'est de pas uniquement focaliser en tant qu'entreprise, de ne pas uniquement être focalisé sur la rentabilité de notre société, mais plus sur le fait d'atteindre certains objectifs. Donc, l'avantage d'une boîte sociale, on parle aussi de B Corp, même s'il y a un peu tout dans les B Corp, il y a quand même cette volonté de
on va dire, d'avoir un objectif qui ne soit pas uniquement tourné sur la rentabilité financière, mais sur des KPI à impact social, environnemental, etc. Donc ça, il y en a plus des boîtes comme ça aujourd'hui par rapport à avant, ça c'est bien. Après, il y a aussi beaucoup de greenwashing. C'est très compliqué pour des gens qui achètent des appareils électroniques ou je ne sais quoi, de faire la différence entre ce que fait Fairphone, ce que fait Apple. Quand Apple dit qu'ils incorporent plein de matériaux recyclés, c'est compliqué pour la personne qui opère dans un achat, en fait, de faire la distinction entre le discours marketing d'un Fairphone et le discours marketing d'un Apple. Donc pour des gens comme nous, c'est compliqué. Ça fait 10 ans qu'on existe, donc ça c'est bien. On est encore là, on n'est pas mort et j'espère qu'on ne va pas mourir. Mais c'est très compliqué et on n'a pas la force de lobbying, j'y reviendrai après, des autres entreprises comme Apple, Samsung, etc. Justement, lobbying, j'ai parlé également des régulations sur l'économie circulaire dans mon introduction. On a eu pas mal finalement de régulations ces dernières années. Au niveau de la France, on a eu la loi AGEC, donc anti-gaspillage pour une économie circulaire en 2020. On a eu en 2021 la loi RIN, réduction de l'empreinte environnementale du numérique, et évidemment très récemment l'IA Act, qui sera soumis au vote très prochainement. Pour les consommateurs, ça a l'air d'aller plutôt dans le bon sens. On a des lois, on a des régulations. Du côté des entrepreneurs, Vincent Charlet, c'est pris comment? Est-ce que les régulations brident l'innovation, comme on l'a souvent entendu dire, ou alors est-ce que ça favorise un mouvement commun? Alors, je crois que ce que je vous dis là n'est pas appuyé sur des études quantifiées, mais sur des observations, et donc, j'allais dire, à plus forte raison, ouvert au débat, soumis au débat. À mon avis, il y a 3 blocages, au moins. Le premier, il est intellectuel. Je pense que, et pourtant on a passé beaucoup d'heures tous ensemble à aborder ces sujets-là, on ne sait pas encore vraiment de quoi on parle, ou on ne parle pas toujours tous de la même chose. Je prends un exemple. J'ai cru recevoir une bonne nouvelle il y a quelques mois de ça, quand des représentants de branches professionnelles et des responsables d'administration publique tombaient d'accord pour me dire qu'il était absolument impératif que la Fabrique de l'Industrie lance une étude sur le déploiement de l'industrie circulaire. Comment est-ce que la mise en place de schémas circulaires peut être à la fois vertueuse pour l'environnement, le territoire et l'entreprise. Et puis je me suis rendu compte que derrière ce mot, ils ne mettent pas le même contenu. En l'espèce, pour un responsable d'entreprise ou de branche, il n'y a aucun problème de mettre en place une boucle de circularité, par exemple sur lithium, je ne sais pas quoi, entre le Chili et l'Île-de-France. Tant que c'est rond et que ça revient, ça marche. Enfin, je veux dire, le deal est respecté. Pour les gens qui aujourd'hui sont aux commandes des autorités publiques ou des équipements des territoires, c'est pas concevable. Et d'ailleurs, ils me l'ont dit texto, c'est que industrie circulaire, ça veut dire sur une boucle courte. La boucle doit être fermée dans un circuit court. Donc, pour avancer ensemble sur les effets possibles, les espoirs attendus de la mise en place de l'industrie circulaire, par exemple, dans la tech ou dans l'industrie, comment l'appeler, classique, traditionnelle, on a déjà derrière les mêmes mots, pas les mêmes idées. Premier blocage. Deuxième blocage, à mon avis, sociétal. Ça a été grandement évoqué à la table ronde précédente, donc j'y reviens pas. Mais on a en chacun de nous un mois, alors moi j'appelle comme ça, un mois consommateur, un mois citoyen. Donc on doit préserver à la fois nos propres intérêts, nos appétits de confort et de consommation et le confort d'autrui et de la planète. On est très très loin d'avoir résolu ce dilemme. J'ai plutôt l'impression que cette tension, elle va en s'accentuant, c'est-à-dire que ça a été dit à peu près avec d'autres mots, cette tension elle est en train de sortir du moi interne de chaque individu pour devenir une ligne de fracture sociale et politique. Je trouve un peu préoccupant. Ce qui veut dire que, je reviens à votre question sur la régulation, on est en train de fabriquer des conditions qui obligent les entreprises à fabriquer des objets peut-être
vertueux, mais dont personne ne voudra à l'arrivée. En tout cas, c'était exactement le contenu des infos. Je suis désolé, hein, mais le reportage ce matin sur Inter, à l'occasion du mouvement des agriculteurs, ils ont interviewé les gens sur quels efforts êtes-vous prêts à faire pour acheter bio. On sort de la tech, mais c'était l'illustration parfaite de... je suis en pleine solidarité avec les agriculteurs d'à côté de chez moi, mais ne me demandez pas d'où viennent les produits que j'achète. Tant qu'ils sont à 1 euro, je les prends. Bon, on n'est pas du tout sorti là. On arrive au troisième blocage, c'est que l'édifice normatif et politique qu'on est en train de mettre en place sur toutes ces dimensions, j'ai en tête notamment la dimension climatique, environnementale, mais sur toutes les dimensions qui mettent en relation l'industrie, la tech, la deep tech avec la société étendue et son environnement naturel, cet édifice, qui est plutôt, je crois, qui a une longueur d'avance en Europe par rapport au reste du monde, il envoie les industriels dans le mur. Enfin, pardon, c'est mes 5 minutes de plaidoyer, mais on parlera tout à l'heure de qu'est-ce que ça coûte. Nous avons bâti des instruments qui sont supposés décarboner un certain nombre de biens et protéger les industriels qui fabriquent des biens carbonés du dumping environnemental extérieur, et qui sont littéralement envoyés au casse-pipe. Aujourd'hui, leur équation économique n'a pas de solution. Enfin, si, il y en a une, ça s'appelle la délocalisation. Donc on n'a pas trouvé. C'est intéressant que vous parliez de la définition que met chacun derrière ces mots et qui est assez essentielle finalement. Agnès Crépet, vous, c'est un petit peu ce à quoi vous avez été confronté, puisque vous avez participé à l'élaboration de l'indice de réparabilité, qui est un outil essentiel de la GEC, de la loi de l'économie circulaire, et vous avez signé une tribune il y a quelques semaines dans Le Monde pour alerter justement contre ce lobbying et le risque de vider les mots de leur substance. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça se passe, l'élaboration de ces lois, et est-ce que pour vous, ces lois, au contraire de ce que dit Vincent Charlet, ne vont pas assez loin finalement ? Donc oui, Vincent, je suis désolée, mais je pense que ces lois ne vont pas assez loin. En tout cas, le côté positif, quand même, au niveau de l'index de réparabilité, alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais quand vous allez chez un vendeur, acheter un smartphone, aujourd'hui, vous avez une petite note entre 0 et 10 qui vous montre si votre smartphone est réparable ou pas. Et la définition, l'algorithme derrière cet index-là a été fait par plein de gens, plein d'organismes, dont Fairphone fait partie. Donc ça, c'est plutôt cool, en fait, que le gouvernement ait invité des gens comme nous, des petits, les fameux moustiques. Il y avait Halt à l'obsolescence programmée, Green IT, Common, qui est une coopérative qui fait de la location d'appareils électroniques. Donc voilà, il n'y avait pas que les gros, donc ça c'est bien. Et puis en plus, c'était un homme, une femme, une voix. Donc on avait le même pouvoir décisionnaire et de discussion que les autres. Donc ça, c'est plutôt bien. Le côté moins bien, c'est que donc, après l'index de réparabilité, devait y avoir un index de durabilité qui était un peu plus gros. Donc la réparabilité, c'est super, mais la robustesse, l'amélioration, etc., sont aussi des critères importants pour définir si un appareil est durable ou pas. Donc, ce fameux index de durabilité est censé arriver en 2024. Mais pour les smartphones, on était arrivé à un consensus, malgré le fait qu'on était tous et toutes très différents à la table. Mais au niveau des smartphones, nos propositions sur cet index de durabilité ont été rejetées par la Commission européenne parce qu'ils étaient en train de travailler sur leur propre définition de l'index de réparabilité. Ma traduction dans la tribune, ce que tu dis Elsa, c'est que je pense qu'il y a eu un très fort lobbying des big tech au niveau européen pour faire un index de réparabilité très amoindri. Donc typiquement, je donne un exemple, mais sans le prix des pièces détachées n'est plus pris en compte dans le calcul de cet index de réparabilité européen, alors que vous imaginez bien que si il n'y a pas de régulation sur le prix de l'écran que vous voulez changer, si ça vous coûte 500 € de changer votre écran, vous n'allez pas changer votre écran. Aujourd'hui, dans les études qu'on a faites chez Fairphone, on sait qu'il ne faut pas dépasser 15 à 17% du prix originel d'achat.
Donc bref, typiquement, les lobbyistes européens des big tech ont fait un bon travail puisque tout ce travail de 18 mois qu'il y a eu au niveau du gouvernement français est tombé à l'eau sur la partie smartphone. Et ma traduction de ça, c'est que ces fameuses entreprises que j'ai précitées avaient comme objectif la maximisation de leurs revenus, en fait, et que le fait de faire des choses durables, c'est pas forcément ce qui va les arranger. Voilà. Olivier Alexandre, très rapidement peut-être, sur toujours régulation, Sam Altman qui fait la tournée des gouvernements européens pour demander d'être régulé, info ou intox? Non, mais enfin, on a beaucoup opposé Code is Law, Law of Code et tout ça. En fait, depuis toujours, il y a une dimension qu'on appelle advocacy dans l'industrie et qui tend à défendre ses valeurs, y compris à Washington, y compris à Bruxelles. Et c'est vrai que c'est devenu à la fois les plus gros... Les big tech sont devenus les plus gros contributeurs aux campagnes présidentielles américaines depuis 2016 et aussi les plus gros lobbyistes depuis une dizaine d'années maintenant, à la fois à Washington et à Bruxelles, ce qui pose effectivement tout un tas de problèmes. Ce que je voudrais dire quand même, c'est... Enfin là, on parle quand même de zones, la France, l'Europe. Alors, déjà qu'essaye de faire des choses relativement contradictoires parce que c'est pas facile à la fois de unifier un marché, protéger les utilisateurs, faire advenir des champions européens, tout en garantissant l'innovation ouverte. Enfin, good luck with that, pour essayer de combiner tout ça, et que par ailleurs, on est sur des marchés hyper matures, avec un niveau de socialisation, d'acceptation de la légifération qui est hyper élevé. On est quand même face à des problématiques qui sont internationales, avec une Russie qui s'est fermée, avec une Chine qui est à moitié ouverte, avec l'Iran qui fait à peu près la même chose, et dans une carte internationale où aujourd'hui, le principal pays de la tech, c'est l'Inde. En termes d'usagers, en termes d'industrie, un des premiers investisseurs dans OpenAI, Sysnet, c'est une boîte indienne en 2015. Et donc là, les problématiques de légifération, elles sont absolument complètement différentes, alors même que c'est des pays qui ont un rôle extrêmement important dans l'industrie mondiale, dont la tech est devenue un lion, en fait. Et c'est ça un peu dont on parle enfin là, sur ce segment-là. C'est-à-dire que pourquoi on parle tout le temps de l'IA, pourquoi on parlait avant du logiciel, c'est la même chose. C'est-à-dire c'est des moyens de communication qui permettent de se libérer du temps, mais surtout de l'espace. Et c'est pas parce qu'on fait pas les choses à côté de chez soi qu'on les fait pas ailleurs. Dans la Silicon Valley aujourd'hui, il n'y a pas d'usine. Il n'y a plus d'usine. Et il n'y en a plus environ depuis 1970. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a plus d'usines qu'il n'y a pas des usines qui travaillent toujours pour la Silicon Valley. Au moment des China Papers, donc c'était quoi, 2018, quelque chose comme ça, il révélait que sur les 700 fournisseurs d'Apple, il y en avait 500 qui étaient basés en Chine. Donc si je résume ce que vous dites, c'est finalement c'est facile de demander à l'Europe de réguler parce que ce n'est pas le marché qui compte, quoi. Je pense qu'il y a un décrochage entre la manière dont notre économie fonctionne et la place de la tech, qui est devenue absolument centrale, et on a 1000 indicateurs pour en témoigner, et notre représentation de cette économie et les moyens de l'unifier. Voilà ce que je pense. Alors, on va passer à la dernière partie. Être une entreprise responsable de la tech, qu'est-ce que ça coûte? Et évidemment, Agnès Crépet, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter qu'est-ce que ça demande en fait d'être responsable? En quoi Fairphone est plus responsable que Apple? Comment est-ce que vous mettez ça en œuvre? Alors, je le disais tout à l'heure, je pense que déjà la forme d'entreprise compte beaucoup, pas être focalisé uniquement sur la rentabilité financière. Après, Fairphone, c'est pas une entreprise à la base. Pendant 3 ans, c'était une campagne activiste sur la dénonciation des minerais dits de conflit, donc les minerais, l'extraction des minerais qui génèrent des conflits armés, notamment au Congo. Je pense que quand on démarre de là, quand on démarre par une campagne de ce type-là, plutôt activiste, de toute façon, ça veut dire qu'on a un objectif derrière, et le fait de monter l'entreprise derrière, ça peut aller dans le bon sens si on veut rentrer à l'intérieur de l'industrie pour la changer. C'est ce qu'on essaie de faire chez Fairphone. À l'inverse de pas mal moi, j'ai enseigné pendant 3 ans dans une école d'ingénieurs publique française où je faisais les pitchs de start-up d'élèves entrepreneurs qui essayaient de changer le monde avec la tech. Je pense que non, en fait, la tech ne va pas changer le monde. Moi, je ne suis vraiment pas dans une approche techno-solutionniste. Donc, je pense que le premier levier d'une vraie entreprise responsable tech, c'est de dire sereinement que la tech ne sauvera pas le monde, même si on est dans un environnement français où on veut nous le faire croire, l'avion à hydrogène, etc.
Donc déjà, ne pas avoir peur de le clamer, ça c'est déjà une bonne chose. C'est pas forcément simple parce qu'on est dans un climat où on veut, je fais pas de jeu de mots, mais où on veut nous faire croire que la tech va tout solutionner. Donc je pense qu'en tant qu'ingénieur, par exemple en informatique, c'est bien de faire un pas de côté et de dire que parfois pas de tech c'est la solution. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une keynote pour l'éducation nationale face à des délégués du numérique où à la fin je disais enlevez les tablettes des écoles parce que franchement elles ne sont pas maintenues, les profs ne sont pas formés. Payez vos profs, vous en mettez plus et vous mettez le chauffage dans les écoles. Et là, j'ai senti un blanc total, mais j'avais plein de messages derrière qui me disaient super. Et en fait, il y a de ça, quoi. C'est-à-dire que une entreprise de la tech, en tout cas considérée comme de la tech responsable, c'est déjà de reconnaître que la tech n'est pas une solution. Et ensuite, ne pas forcément mettre que le côté environnemental, c'est ce qu'on se disait là avec Vincent dans les coulisses. On avait déjà commencé notre chouette discussion. Je pense que tout vient en fait des gens d'abord, entreprises. Quand on parle de responsabilité sociale et environnementale, quand on a un focus d'abord sur le social, ça peut aider. Typiquement chez Fairphone, on pense que la tech, l'industrie électronique est néocoloniale. Vraiment, on le pense. On a démarré pendant 3 ans, comme je l'ai dit, sur une campagne de dénonciation des minerais dits de conflit. La tech de l'électronique est une industrie néocoloniale dans le sens où on s'appuie sur des gens qui habitent en Afrique, qui habitent en Asie, qui habitent en Amérique du Sud, et on s'en fout. On s'en fout de les exploiter comme ça. Et si je prends l'exemple de la voiture électrique, ce que je disais Vincent tout à l'heure, la voiture électrique, sur le papier, c'est super, c'est décarboné à l'usage, ça pollue pas la France, mais elles sont fabriquées où, ces putains de batteries au cobalt? Et donc, si on s'intéresse aux gens, en fait, et à comment mieux considérer ces gens-là, qui sont impliqués dans la fabrication de ces produits, forcément, il y aura un mieux environnemental, quoi. Donc, si on regarde, si on régule ce qui se passe au Congo sur l'extraction du cobalt, typiquement, la manière dont c'est fait, et pour les gens, et pour la planète sur place, quoi, et pour l'environnement sur place, forcément, ça ira mieux. Donc, premier focus sur le social, c'est vraiment notre démarche et ce à quoi on croit. Merci beaucoup. On fait des signes depuis les coulisses, mais j'aimerais juste répondre, si vous pouvez très rapidement, sur la question du coût, parce que c'est quand même important. Si on devait justement se soucier de toutes ces considérations, vous, combien ça coûte de plus de fabriquer vos smartphones, par exemple? Alors, non, mais ça coûte plus cher, forcément, parce qu'on paye. Le truc qui coûte le plus cher, c'est de payer convenablement les gens. Le fait de payer les gens qui assemblent le téléphone en Chine ou qui extraient le cobalt au Congo, ça coûte cher. Bah oui. Sauf que sur un Fairtrade chocolate, le chocolat Fairtrade, vous payez que 4 € au lieu de 2 € votre chocolat, vous le sentez pas trop. Sur un smartphone, cette différence se sent plus, quoi. Donc parfois, vous allez mettre 150, 200 € de plus. Moi, je pense que ça se retrouve parce que vous le gardez plus longtemps, ce téléphone-là. Hein. On le fait de manière durable, donc vous le gardez 8 ou 10 ans, donc au final, ça ne vous coûte pas plus cher. Mais c'est vrai qu'à l'achat, c'est plus cher. Et ça, c'est un problème potentiellement sur l'accessibilité de ces solutions. Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous d'être venus ici.